Lorsque la chaleur entre dans le corps, elle transforme le débat en expérience. Certains jours d'été, il fait trop chaud pour courir. Pas partout, pas tout le temps, mais dans certaines villes, dans certaines cours d'école, sur certains terrains, le corps dit non. Le souffle devient plus court, la peau chauffe plus vite, le sommeil a été mauvais. L'effort ne produit plus seulement une fatigue normale, il peut produire du danger. Ce ne sont pas seulement les coureurs qui le sentent. Tout le monde, à sa manière, perçoit quelque chose. Un collégien qui arrive en cours déjà fatigué. Un parent qui refusait la climatisation et qui finit par l'envisager. L'ouvrier pour qui le soleil devient une charge de travail supplémentaire sur le chantier. La chaleur ne change plus seulement les records de température, elle transforme des vies ordinaires en situations d'effort. Le changement climatique a quitté les graphiques pour rentrer dans les corps. Pendant longtemps, on en a parlé comme d'un problème immense mais presque abstrait. Des glaciers qui fondent à des milliers de kilomètres, des courbes de température, des rapports scientifiques. Pour beaucoup de gens, cela restait loin, loin de la peau et du souffle, loin du sommeil, loin de la fatigue du matin. Aujourd'hui, le changement climatique touche notre quotidien. Il met à l'épreuve notre santé, notre humeur, notre capacité à faire des efforts. Il ne se présente plus seulement comme une leçon de morale écologique. Il se présente comme une transformation concrète de nos vies. La chaleur ne nous oblige pas seulement à comprendre le climat, elle nous oblige à écouter ce qu'elle fait au corps. Parce qu'on peut discuter avec des chiffres, on peut s'opposer avec des opinions, on peut détourner le regard, mais on ne discute pas longtemps avec un corps qui souffre. Aujourd'hui, nous allons penser le changement climatique avec le corps. Pour comprendre la chaleur qui vient, il faut comprendre ce que nous avons brûlé. En brûlant charbon, pétrole et gaz, nous avons accumulé dans l'atmosphère des gaz qui retiennent la chaleur. Et cette chaleur ne disparaît pas vite, elle s'ajoute, elle s'accumule, elle devient une dette climatique. Depuis l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire depuis le monde d'avant les usines, les moteurs et la consommation massive d'énergie fossile, la planète s'est réchauffée aujourd'hui d'environ 1,4 à 1,5 degrés. Alors, plus 1,5 degré, ça paraît peu pour certains. Mais si l'on fait un comparatif avec notre corps, les choses deviennent plus concrètes. La température normale de notre corps tourne autour de 37 degrés, avec des variations selon les individus et les moments de la journée. Imaginez maintenant qu'une personne habituellement à 37 degrés voit sa température augmenter de 1,5 degré. Elle atteint alors 38,5 degrés. À 38,5, on parle déjà de fièvre. Le corps change d'état. On peut frissonner, ressentir une grande fatigue, avoir mal à la tête. Le cœur s'accélère. L'organisme mobilise ses mécanismes de défense et de régulation. Une augmentation de 1,5 degré peut sembler faible lorsqu'on regarde que le chiffre. Mais dans un système complexe, elle a déjà des conséquences. Et il en va de même pour le climat. Le réchauffement de la planète, qui se situe aujourd'hui autour de 1,5 degré, modifie les grands équilibres du système climatique. Les glaciers et les calottes glaciaires reculent, le niveau des mers monte, les vagues de chaleur deviennent plus fréquentes et plus intenses, et le cycle de l'eau se dérègle. À plus 1,5 degré, ce n'est pas seulement une planète un peu plus chaude, c'est une planète moins stable. Les événements extrêmes deviennent plus probables. Les anciens équilibres deviennent moins fiables. La comparaison entre le corps humain et la planète a évidemment ses limites. La Terre n'est pas un organisme humain. Une fièvre et un réchauffement climatique ne reposent pas sur les mêmes mécanismes. Mais cette comparaison permet de comprendre une idée essentielle. Dans un système complexe, une petite variation peut produire de grands déséquilibres. Lors des canicules, la chaleur entre dans le corps. Il faut comprendre les effets de cette intrusion. Car comprendre ce qui nous arrive, c'est déjà prendre du recul, c'est faire de meilleurs choix et retrouver une part de pouvoir. Quand il fait chaud, le corps entre en lutte thermique.
Il passe en mode défense. Il doit empêcher sa température interne de monter. Il doit la maintenir autour d'une zone compatible avec la vie. Pour cela, deux grands mécanismes se mettent en place. Le premier, c'est la transpiration qu'on appelle aussi sudation. La transpiration, c'est l'un des grands systèmes de refroidissement du corps humain. Quand le corps chauffe, des glandes situées dans la peau libèrent de la sueur à la surface du corps. Cette sueur est composée surtout d'eau. Mais ce n'est pas la sueur en elle-même qui refroidit vraiment le corps, c'est son évaporation. Quand la sueur passe de l'état liquide à l'état gazeux, elle emporte avec elle une partie de la chaleur. Transpirer, ce n'est donc pas simplement mouiller sa peau, c'est une stratégie vitale. Le corps sacrifie de l'eau et des sels minéraux pour protéger sa température interne. Le second grand mécanisme, c'est la vasodilatation cutanée. Quand le corps chauffe, il ouvre davantage les petits vaisseaux sanguins de la peau. Le sang chaud remonte vers la surface du corps. C'est pour ça qu'on devient rouge quand on a chaud. Ce rouge n'est pas seulement une couleur, c'est un signe. Le corps essaie d'amener sa chaleur interne vers la peau pour pouvoir l'évacuer. Mais la chaleur ne disparaît jamais. Elle change de lieu. Une fois arrivée près de la peau, elle peut quitter le corps par plusieurs chemins physiques. Par rayonnement, c'est quand le corps diffuse naturellement de la chaleur vers ce qui l'entoure, sans contact direct, un peu comme un radiateur. Par conduction, c'est quand la chaleur passe par contact direct, par exemple quand la peau touche de l'eau fraîche. Par convection, c'est quand l'air ou l'eau en mouvement emporte une partie de la chaleur autour de la peau. C'est l'effet du vent ou du ventilateur. Et par évaporation, on l'a déjà dit, la sueur passe de l'état liquide à l'état gazeux. Ce passage consomme de l'énergie thermique et emporte de la chaleur. C'est le mécanisme majeur quand il fait très chaud. Lors des canicules, le corps ne fait pas seulement un effort, il mène une bataille de refroidissement. Il transpire, il dilate les vaisseaux de la peau, il accélère la circulation. Il tente par tous les moyens de maintenir sa température interne. Quand le monde chauffe, le corps, lui, doit résister. Mais les systèmes de refroidissement du corps humain ont des limites. Quand l'air est trop chaud, trop humide, ou que l'effort est trop intense, le corps peut produire ou recevoir plus de chaleur qu'il n'arrive à en éliminer. À ce moment-là, la température centrale commence à monter. Le corps perd la bataille thermique. Pour se refroidir, le corps paie un prix. Il perd de l'eau et des sels minéraux. Moins d'eau dans le corps, c'est moins de volume sanguin. Le sang circule moins facilement. Le cœur doit travailler davantage et le corps transporte moins bien la chaleur vers la peau. C'est là que peuvent apparaître les premiers signes d'alerte. Maux de tête, vertige, faiblesse, nausées, confusion. Puis, si la situation continue, on entre alors dans la zone la plus grave, le coup de chaleur. Le coup de chaleur, ce n'est pas une grosse fatigue, c'est une urgence vitale. La température interne augmente dangereusement. Le cerveau peut commencer à dysfonctionner, les organes aussi. La personne peut devenir confuse, vomir, perdre connaissance, convulser ou tomber dans le coma. À ce stade, il ne s'agit plus de tenir bon. Il faut refroidir et appeler les secours. Le corps peut perdre. Et c'est précisément pour cela qu'il faut comprendre ces mécanismes. Non pour avoir peur, mais pour agir intelligemment. Pendant une canicule, la lucidité protège. Elle permet de boire avant d'être déshydraté, de ralentir avant de s'effondrer, parfois même de renoncer. En écoutant son corps, et écouter son corps n'est pas une faiblesse, c'est préserver le seul lieu que nous habiterons toute notre vie. Mais la chaleur ne fatigue pas seulement les muscles, elle atteint aussi la pensée. Quand le corps lutte contre la chaleur, l'attention baisse, la mémoire de travail peut devenir moins efficace, les réactions ralentissent. Les décisions complexes deviennent plus difficiles. Ce n'est pas que l'intelligence disparaît, c'est qu'un cerveau qui pense dans un corps occupé à se défendre perd en efficacité. Cela nous concerne tous. Un élève qui a mal dormi pense moins bien. Un conducteur fatigué réagit moins vite. Un ouvrier sur un chantier évalue moins bien le risque.
Un professeur doit décider alors qu'il est déjà sous contrainte. Et peu à peu, la chaleur ne reste plus seulement une sensation individuelle. Elle modifie les conditions collectives dans lesquelles nous devons vivre, apprendre, travailler, aimer, décider, faire du sport, éduquer nos enfants. La chaleur pèse aussi sur le moral. Quand les nuits sont trop chaudes, quand le sommeil se dégrade, le corps récupère mal. Et un corps qui récupère mal ne laisse pas l'esprit intact. On se réveille déjà entamé. Les petites contraintes prennent plus de place. Et le corps travaille plus. Comme nous l'avons dit, il détourne du sang vers la peau, transpire, accélère le cœur. Cette dépense épuise, déshydrate et contribue à la dégradation du sommeil. Le cerveau devient alors moins capable de réguler les émotions. L'irritabilité, l'angoisse et les pensées sombres prennent plus de place. Pour les personnes déjà anxieuses, la chaleur peut devenir une pression supplémentaire. Pas seulement une température dehors, une contrainte de plus dedans. La chaleur ne crée pas à elle seule une dépression, mais elle fragilise les défenses biologiques qui nous aident à lui résister. Mais ce qui se passe dedans finit toujours par sortir dehors. Les contraintes intérieures débordent sur les relations. On devient moins disponible aux autres, moins patient avec ses enfants, moins calme au travail, moins précis dans ses décisions, moins capable d'absorber des petites tensions ordinaires. La chaleur ne crée pas tous les conflits, mais elle peut réduire notre marge de tolérance. La canicule touche cette réserve invisible qui nous permet de rester patient quand la journée devient difficile. Quand le monde chauffe, il ne chauffe pas seulement les villes et les sols. Il chauffe nos corps, il brouille nos pensées, il use nos réserves, il tend nos relations. Et peu à peu, il nous oblige à comprendre une chose plus profonde. Notre corps, notre intelligence et notre morale ne sont pas séparés du monde. Le corps est le lieu où le monde vient nous demander des comptes. Il y a le monde tel que l'on voudrait qu'il soit, et puis il y a le monde tel qu'il est. L'être humain a cette capacité étrange, il peut se construire des narratifs pour tenir debout, il peut nier, fabriquer du sens, déplacer les mots. L'être humain organise souvent sa psyché pour survivre à ce qu'il ne veut pas regarder. Parfois c'est nécessaire, parfois c'est même vital. Mais le corps, lui, vient limiter la fiction. Il enlève une partie du voile, car le corps ne traite pas avec l'abstrait. Il compose avec la matière du monde, il est pris dedans, il respire son air, il boit son eau, il subit sa chaleur, il traverse ses nuits, il porte ses excès. Et quand le monde devient plus dur à habiter, le corps finit par le dire. Ainsi le corps ne ment pas comme mentent certains discours intérieurs ou politiques. Il peut se tromper, il peut s'emballer, il peut être difficile à lire, mais il ne flotte pas hors du réel. Le corps met à l'épreuve notre manière de raconter le monde. On peut négocier avec sa psyché, mais plus difficilement avec le corps. Le monde entre dans le corps, puis le corps dit la vérité du monde. Il nous révèle parfois violemment ce que nous pouvons tenter de ne pas voir. Quand l'air manque, le corps le dit. Quand il manque d'eau, le corps le dit. Quand il fait trop chaud, le corps le dit. Quand il est épuisé, le corps le dit. Et quand nous refusons trop longtemps d'écouter, il ne parle plus doucement, il impose le réel. Le corps est peut-être l'un des derniers lieux de vérité.